Monsieur le préfet, je suis également le porte-parole de mes consoeurs et confrères pour vous dire que nous avons été très attentifs à notre académie, nous le savons très bien, et que nous gardons un très agréable souvenir du déjeuner que vous avez organisé dans les locaux de la préfecture. C'était le 7 décembre 2020, pour les présidents récents et aussi futurs de l'académie. Nous aurions souhaité aussi organiser aujourd'hui un accueil encore plus convivial pour vous et pour tous les auditeurs. Cependant, après les décisions de M. le Premier ministre suspendant les événements festifs et de convivialité, nous ne pouvons pas l'organiser cette année dans nos locaux et nous en sommes désolés. Ce souci qui est le vôtre témoigne de la confiance exigeante que vous manifestez à l'égard de l'Académie, d'autant plus que nous mesurons combien votre emploi du temps est surchargé en raison de la pandémie qu'il faut surmonter. Alors permettez-moi, en mon nom personnel, au nom de l'ensemble des consoeurs, confrères, de vous présenter, Monsieur le Préfet, Monsieur le représentant de l'Ordre national du mérite, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, Mesdames et Messieurs, une bonne et heureuse année 2022. Et je vais donc maintenant avoir le plaisir de vous présenter, de vous exposer le discours de rentrée de cette année. J'ai intitulé ce discours La belle et brillante aventure des lasers insolites. Il est illustré ici, vous voyez, par des cristaux qui donnent lieu à l'effet laser, et puis par un montage classique de spectroscopie tel qu'on le voit dans nos laboratoires de spectroscopie atomique. Voici quel est le programme de cet exposé. Je comparerai la source laser et les sources d'éclairage classique. Je rappellerai quelle est la nature de la lumière, comment on peut quantifier l'énergie des atomes, qu'est-ce que l'émission stimulée qui est à l'origine du laser, puis l'amplification par inversion de population, c'est le vocabulaire qui est utilisé pour toutes ces sources laser. Je vous présenterai différents types de cristaux, en particulier les ions de banc qui jouent le rôle d'un émetteur, et quelques innovations marquantes. Alors, si on parle d'abord du laser, c'est une source de lumière qui est bien différente de la lumière ordinaire, qui est produite par le soleil ou par les sources d'éclairage habituelles qui nous entourent. J'ai représenté 3 images ici, encore un autre montage, tel qu'on le voit dans les laboratoires de spectroscopie. Le fait que l'on peut utiliser les sources laser comme source de modulation et de transmission, de communication interstellaire, vous voyez, ou ici pour éléments de visée, par exemple, ici de visée de l'œil. Alors, au service de la science, de la médecine, du transport d'informations, de l'industrie et encore de nos vies quotidiennes, le laser est partout présent. Voici un rayon vert issu d'un cristal, d'un grenat, de pénéodium, qui est l'ion terrare connu dans le laser, l'ancien de Lyon. C'était pour les fêtes de la science en 2015. Nous avons monté au laboratoire une source laser à Rouen-Velin, au planétarium, vous voyez ici, puis une autre sur la plateforme de Fourvière, et nous avons fait mesurer aux participants, aux visiteurs, comment on pouvait mesurer la vitesse de la lumière, par exemple. Ça avait eu du succès. C'était il y a 5 ans. Alors, que signifie le mot laser? Il faut le savoir, c'est un acronyme. C'est un acronyme en anglais, bien sûr. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ça veut dire amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. On dit parfois de rayonnement. J'ai intitulé l'exposé La belle et brillante aventure des lasers solides pour vous montrer que je ne vous parlerai que de ces lasers cristallins. Il existe en fait 3 types de lasers. Des lasers à gaz, avec l'hélium-ion, vous connaissez, ce sont ces fameux petits lasers rouges qu'on utilise beaucoup, à argon, à krypton, à CO2. Des
et les lasers à solide. C'est l'objectif de mon exposé. Les éléments actifs sont des dopants dans les cristaux. On les appelle aussi des impuretés, des défauts. Et par exemple, les plus connus, c'est d'abord le rubis dopé chrome, le dopé chrome tropus. Le rubis dopé chrome tropus, ce fut la première source laser, de toutes les sources laser, en 1960. Le saphir dopé titane, le grenat dopé iodine, le grenat dopé iodine, et également des verres de silice dopés par les terrains. Alors, parmi les sources laser, ce sont celles constituées de solides inorganiques dopés par les ions luminescents, qui sont les plus robustes, beaucoup plus robustes que les gaz et les liquides, et dont les développements ont été bien sûr les plus spectaculaires. Alors voici ici une évolution des sources d'éclairage au cours de l'histoire, en commençant par la lampe à huile, les ampoules incandescentes, où on fait chauffer un filament de tungstène, puis les tubes luminescents, où on utilise l'émission excitée par les rayons du mercure, on utilise l'émission de 3 luminophores, 3 poudres cristallines aussi, qui sont bleues, vertes, rouges, qui donnent du blanc, et puis plus récemment les fameuses LED, les diodes de lumière, pour lesquelles on utilise le bleu donné par la LED, ainsi qu'on lui associe un autre cristal luminescent, c'est le grenat de cérium, qui, excité par le bleu, donne une luminescence jaune, et donc l'ensemble crée du blanc. Alors, quelles sont les différences fondamentales entre sources d'éclairage habituelles et sources laser? Eh bien, en ce qui concerne l'exemple de l'ampoule incandescente, qui donne une lumière blanche, ou presque à peu près blanche. Elle peut être décomposée par un prisme, vous en avez fait l'expérience certainement déjà, tout comme un arc-en-ciel dans la nature. On dit que la lumière est polychromatique, elle possède plusieurs couleurs. L'analyse montre qu'elles sont créées dans toutes les directions et qu'elles ne sont pas émises en même temps. C'est une lumière dite incohérente. Alors, excusez-moi, là, il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, il faut que je revienne. Il y a une fausse manœuvre. Pourquoi c'est comme ça? Je suis désolé. Vous le voyez, vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré. Et on définit ce spectre par ces nombres d'ondes dans une interprétation ondulatoire de la lumière entre l'ultraviolet, vous voyez, et l'infrarouge. Alors, la lumière issue d'une source laser ne possède qu'une seule couleur. La différence par rapport aux sources habituelles de lumière blanche. Mais il y a des sources laser de toutes les couleurs. Il y a des sources laser de l'infrarouge qu'on ne voit pas, et dans l'ultraviolet également qu'on ne voit pas. Elles sont unidirectionnelles, toutes les ondes se déplacent dans la même direction, on le voit bien, par ce faisceau filiforme. Et les ondes sinusoïdales que j'ai représentées sur la droite, sont en phase et forment des interférences constructives. On justifie ainsi l'aspect ondulatoire. On voit que deux sinusoïdes vont donner une autre sinusoïde plus intense. Mais si on la décale, à cause de la forme sinusoïdale de cette onde, elles pourront même s'allumer. Bon, c'est le phénomène des interférences constructives ou destructives. Pardon, je suis ici, voilà. Merci beaucoup. On dit que le rayonnement est spatialement et temporellement cohérent. C'est des vocabulaires qu'on entend. C'est la cohérence de la lumière qui est associée à cet faisceau laser. Donc la lumière est concentrée, très intense, des puissances peuvent varier 10 milliwatts ou gigawatts. Voici un exemple de montage de laboratoire, un laser issu d'un cristal de grenade de pénéodine qui émet dans l'infrarouge, qu'on ne voit pas, mais on sait doubler sa fréquence grâce à des cristaux auto-doublant de fréquence, et on obtient une émission verte pour laquelle l'œil est très sensible. Ici, c'est un exemple d'un montage avec l'un de mes collègues à l'ULM,
très concentré. Autrefois, il fallait une pièce entière pour accueillir nos lasers. Maintenant, tout a été concentré. Vous voyez qu'on a un premier laser vert qui excite sur la partie gauche des cristaux et qui nous permettent de faire varier les longueurs d'onde laser et donc de pouvoir exciter nos atomes, nos ions, tous nos matériaux luminescents avec des longueurs d'onde, donc des énergies très sélectives, ce qui a apporté énormément à la connaissance de la matière. Ici, c'est un pointeur laser vert. Vous en avez tous vu, vous avez une image du pointeur laser vert. Ce que j'ai écrit, c'est une merveille de technologie à la portée de tous. Quand on sait comment fonctionne ce laser vert, on vous donne toute la technologie moderne optique actuelle. Vous voyez, vous avez d'abord une diode de pompage. Peut-être que si je... Une diode de pompage ici, qui émet dans l'infrarouge, qui va exciter le cristal laser il est ici. C'est un vanadium d'yttrium 2 par millier. Bon. Voilà. Et un autre cristal doublant de fréquence du style KdB, j'insiste pas, est capable de diviser la longueur d'onde par deux et donc d'obtenir de l'infrarouge une émission d'air. Et ensuite, on fait sortir ce faisceau en mettant bien sûr des filtres, mais vraiment, c'est une merveille de technologie par ces pointeurs laser verts. Attention, parce qu'il y a d'autres couleurs qui ne fonctionnent pas de la même façon. Et je tenais à vous le montrer, parce que vous l'avez déjà vu. Alors, le spectre du laser, lui, ne comprend qu'une raie fine. C'est une source monochromatique par rapport aux sources de lumière d'éclairage habituel qui sont blanches. Vous voyez ici, si on a représenté la répartition de l'énergie issue du laser, on a une raie. Alors que dans toute autre source de lumière blanche, on a une répartition entre, vous le voyez, le violet et le rouge. Alors, quelle est la nature de la lumière? J'ai voulu vous rappeler qu'il y a deux types de nature. La nature ondulatoire, d'abord, en vous rappelant que, vous voyez, à l'époque grecque, avec Aristote déjà, on présentait la nature ondulatoire. Puis il faut faire un bond avec Huygens, avec les fameuses ondelettes. Vous avez appris au lycée comment construire un rayon réfracté, par exemple, lorsqu'on passe de l'air à l'eau dans un verre, grâce à Huygens. Et il faut encore attendre, vous voyez, un siècle avec Jung, l'anglais Jung, qui a montré des interférences lumineuses, ici. Puis le français Fresnel, Augustin Fresnel, qui a montré la diffraction de la lumière, et dont la fameuse tâche de poisson, c'était un exposé, c'était une question posée par l'Académie de Paris. Vous savez, on apprend ici que l'Académie de Lyon aussi l'enseigne de temps en temps des questions scientifiques à résoudre, ou techniques également, et qu'on faisait appel à tous les citoyens pour y répondre. Mais ici, il y a eu une réponse à cette tâche que l'on voit, la fameuse tâche ici, la tâche du poisson. Il était prévu par Fresnel que lorsqu'on a un obstacle circulaire, le spectre de diffraction derrière est celui que vous voyez sur la droite avec un point lumineux au centre, ce qui paraissait curieux. Et bien c'est effectivement, cette expérience a été réalisée par Arago à Paris et montrait que Fresnel avait bien raison, que la lumière avait bien le caractère ondulatoire. Ensuite, il faut attendre la fin du 19e siècle avec Maxwell et sa belle théorie pour montrer qu'en fait il s'agit de la propagation de champs électriques et magnétiques, aussi bien du côté des rayons gamma de très courte longueur d'onde que du côté des ondes des micro-ondes. En ce qui concerne la nature corpusculaire, là aussi de la lumière, eh bien, on peut remonter le grec avec Pythagore, avec Empédocle, avec Démocrite, qui a montré l'atomisme de vide, il présentait la nature corpusculaire. Puis on fait un bond avec Newton, 1704, il pense que la lumière est composée de corpuscules très subtils.
Et enfin en 1900, avec Max Planck. Max Planck, là on a le début de la physique quantique, grâce au quantum d'énergie qu'il appelle H, produit une constante par la fréquence. Il a pu lever le problème de la catastrophe de l'ultra en physique. On apprend que jusqu'en 1900, on ne savait pas interpréter l'émission du corona. Cette émission présente un maximum lorsqu'on la répartit dans le spectre total en fonction de la longueur d'onde en particulier. On savait l'interpréter du côté des grandes longueurs d'onde, mais on ne savait pas interpréter du côté des courtes longueurs d'onde, on ne trouvait pas le maximum. Et c'est Planck qui, par sa théorie, sa formule, grâce à l'introduction du quantum, a pu montrer que c'était clair, l'énergie, en fait, est quantifiée. Ensuite, 5 ans plus tard, c'est Einstein. On va parler de temps en temps d'Einstein, comme toujours, dans cette assemblée, qui a mis en évidence le photon pour expliquer l'effet photoélectrique. Aujourd'hui, oui, après des siècles de réflexion, de recherche et de polémique, la science répond par une formule qui peut paraître ambiguë, mais qui en fait résume bien encore l'état de la connaissance. La lumière se comporte tantôt comme des ondes, comme vous le voyez ici, ou comme des corpuscules. C'est la dualité onde-corpuscule. On dit parfois dualisme onde-corpuscule. Il y a un autre aspect important en physique qu'il faut connaître, c'est la quantification de l'énergie des atomes, qui a été donnée par Niels Bohr en 1913. Et il a interprété le spectre de l'atome d'hydrogène, vous voyez ici, quand on excite le gaz hydrogène et qu'on analyse son émission, on se rend compte que ce spectre est formé de raies spectrales, vous voyez ici. Ce n'est pas une distribution continue comme une source de lumière blanche comme le soleil. Ce sont des raies spectrales. Et alors, pour interpréter ces raies spectrales, il a expliqué que l'atome est un noyau autour duquel gravitent les électrons qui déterminent les propriétés chimiques de l'atome. Les électrons ont la possibilité de passer d'une couche à une autre en émettant un quantum d'énergie, le photon, qui avait été introduit par Einstein en 1905. Et c'est la base de la mécanique quantique. Alors voici, on représente ces différents états de l'atome par des flèches d'absorption ou d'émission. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le diagramme des niveaux d'énergie entre les atomes d'énergie, entre les différents états des atomes. On a commencé par expliquer celui de l'hydrogène, puisque c'est le premier élément, il y a un seul électron. Et ensuite, on a interprété les spectres des différents éléments, de toute la classification périodique de Mendeleïev. Donc vous voyez ici, le processus d'absorption de l'électron va passer d'un niveau dit fondamental vers un niveau excité. Il reste un certain temps, c'est ce qu'on appelle la durée de vie du niveau excité. Et ce sont des paramètres que l'on mesure pour bien comprendre toute la physique atomique. Il faut pouvoir connaître l'énergie nécessaire pour faire passer l'électron du premier état E1 vers E2, l'énergie ensuite qui est ici la même, mais ce n'est pas toujours le cas, pour aller de E2 vers E1, et surtout connaître combien de temps va rester cet électron dans le niveau excité. Et ça permet d'expliquer de l'onde cinétique. Ces durées de vie varient de la nanoseconde à quelques fractions de seconde. Ensuite, un autre aspect qu'il faut bien connaître pour comprendre l'origine du laser, c'est l'émission stimulée. Grâce à Einstein, en 1917, il a écrit cet article, et dans cet article, il a introduit l'émission stimulée, qu'on appelle aussi parfois émission réduite, en plus de l'émission dite spontanée que l'on connaissait par ailleurs. Et ce fut donc un pas décisif, c'était en 1917, mais il a fallu attendre 43 ans pour l'observer. Alors, comment se produit l'interaction de la lumière, des photons avec la matière, des électrons? Je dis que c'est un jeu de billard entre ces photons et ces électrons.
mais avec des nombres, c'est-à-dire des populations considérables, puisque le nombre d'Avogadro est de l'ordre de 10 puissance 23, c'est-à-dire 10 avec 23 zéros derrière. Et on dit que NA par mol, c'est 6,02 10 puissance 23. Il est défini comme le nombre d'entités élémentaires qui se trouvent dans une molle de matière. Il ne faut pas oublier ce nombre considérable. Mais quand on représente les schémas, on représente uniquement le diagramme des niveaux d'énergie des atomes, par exemple. Alors voici pour les processus fondamentaux l'émission spontanée. D'abord, l'absorption. Vous voyez ici l'absorption qui correspond au passage de cet électron, donc ça ne peut pas fonctionner, le passage de cet électron ici au niveau excité. Si un photon dont l'énergie est égale exactement à E1 ou à E2, ensuite l'électron qui est sur le niveau excité en restant un certain temps, la nanoseconde, la milliseconde ou une fraction de seconde, va retourner au niveau fondamental, il va se désexciter et il va émettre un autre photon. C'est la luminescence. Quand on parle de luminescence, quelle que soit la nature, des gaz, des liquides, des solides, c'est le processus, c'est très simple. Ensuite, on va essayer de faire passer l'idée d'émission stimulée. Après l'absorption d'un photon, qui avait été expliqué en 1917 par Einstein, on a montré qu'il y avait deux mécanismes en fait. L'émission spontanée et l'émission stimulée. L'émission spontanée, je viens de vous la représenter. Je vais simplement rappeler ici. Mais il existe un autre type d'émission. L'émission stimulée, c'est celle qui correspond au retour de cet électron vers son niveau fondamental en accompagnant le photon excitateur qui est ici. Donc je les ai représentés là, c'est le photon excitateur. L'émission stimulée, c'est la somme de ces deux photons ici, de ces deux ondes ici, qui vont être en phase, qui vont coordonner leurs effets, on va additionner les effets de ces deux photons. Ils auront également la même phase. Et donc, on comprendra pourquoi un faisceau laser, c'est un faisceau directif, puisque tous les photons vont repartir en même temps dans la même direction, en ajoutant, en concentrant leurs effets. Alors, un autre processus important qui a été établi par Alfred Kastler à Paris, à l'ENS, qui a obtenu le prix Nobel en 1966, c'est ce qu'on appelle le groupage optique. Tout ça, tous ces processus proviennent du fait que dans la multitude de tous ces photons, tous ces électrons, le pompage optique, c'est celui des électrons de la matière par les photons de la source d'excitation et a permis de bien mieux comprendre, de mieux formaliser tous ces processus optiques. Alors, entre autres, dans l'article de 1917, Einstein a montré, j'insiste pas, je ne vais pas faire des mathématiques aujourd'hui, mais il a donné une relation entre le taux d'émission spontanée, A2,1, et puis le taux d'émission stimulée ici. C'est proportionnel au cube de la fréquence. Ce qui veut dire que l'émission spontanée va prédominer dans le domaine du visible et de l'ultraviolet, mais qu'au contraire, c'est l'émission stimulée qui va prédominer dans le domaine de l'infrarouge. Et donc il faut s'attendre à ce que les phénomènes d'amplification soient beaucoup plus faciles dans l'infrarouge, et c'est ce que l'on a vu très rapidement, dans les années, à la fin des années 50, il a fallu attendre 43 ans, avec ce qu'on appelle le MASER, Microwave Amplification, et l'amplification de micro-ondes par émission stimulée dans l'infrarouge avant celui du laser. Et ici, c'est une image d'un laser à l'hydrogène. Le premier a été construit en 1953 par Towns aux États-Unis. Bazoff et Brockhaus de l'URSS ont obtenu tous les trois prix Nobel en 1964. C'est vraiment l'ancêtre du laser pour les grandes mouvements. Et ensuite, le laser est arrivé grâce à Towns, qui a associé à son beau-frère
qui a transposé la théorie du laser au laser dans le spectre visible. D'où le nom, ici, du laser. Mais j'ai précisé ici, il y a un litige. Il y a eu un litige très connu, qui a donné lieu à la rédaction de nombreux ouvrages. Ce terme avait été inventé en 1957 par Gordon Gould. Et après 30 ans de litige, c'est-à-dire en 1987, on a reconnu que Gordon Gould avait défini les principes essentiels de réalisation des lasers dans un travail non publié, ni breveté, mais enregistré. Et donc, il a fallu qu'il soit patient, Gordon Gould, mais on lui a donné raison, et là, il a fait fortune à partir de ce moment-là. Alors, j'ai toujours beaucoup de plaisir à montrer ce type d'image, parce que ces lasers, naturellement, on peut les voir dans l'univers galactique. Vous voyez, il existe des lasers à hydroxyle, à eau, formaldéhyde, bon, peu importe, mais ce que vous voyez ici, c'est un effet laser. Ce sont des lasers dans la nature. Il n'y a pas besoin d'avoir, il est utile au laboratoire, sur Terre, d'avoir des qualités résonantes d'agrément. Ici, ce n'est pas la peine, parce que les énergies sont tellement intenses qu'on peut produire des émissions stimulées par l'existence de ces univers galactiques ici. Donc, je n'insiste pas sur les supernovas, ce n'est pas l'objet de l'exposé. Alors, si on revient au labo, le cristal luminescent, qui est transformé en cavité optique résonnante, est un transformateur d'énergie lumineuse, spontanée en stimulée. Alors, comment fait-on? Eh bien, on va renforcer le parcours des rayons dans le cristal amplificateur. Voici le milieu amplificateur ici. C'est le milieu luminescent. On va l'exciter avec notre source lumineuse et on va faire en sorte, en disposant de deux miroirs, un miroir qui réfléchit 100% et un autre qui réfléchit 95%, et qui va donc laisser passer 5%. Il faut savoir qu'en optique, on a la chance d'avoir des traitements réfléchissants, anti-réfléchissants, transmettants, à volonté, on maîtrise bien ça. Et donc, ici, on va pouvoir faire réfléchir ces rayons pour qu'ils puissent se réamplifier au passage du milieu amplificateur, mais une partie va ressortir et va donner lieu au faisceau laser. Toutes les ondes qui vont sortir seront en phase, seront des ondes constructives et donc pourront renforcer le faisceau laser. Alors, voici un schéma de la cavité résonante avec l'émission spontanée tout autour dont on n'a pas besoin, mais surtout ici l'émission stimulée dans cette direction. Et vous comprenez aussi pourquoi un faisceau laser a une tendance à être filiforme, directif. Vous voyez, par l'existence de la cavité, on force le faisceau à aller dans cette direction ici, et c'est ce qui demande, puisque c'est la nature de l'émission stimulée. Finalement, vous voyez, le 16 mai 1960, c'est pas mieux, c'est le premier laser mis en évidence par Theodore Redon, grâce à un solide, grâce au rubis. Le rubis, c'est l'oxyde d'aluminium, 2P qui contient des traces de chrome à l'état 3+. Le chrome, c'est un ion qui peut être à différents états, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, il faut le distinguer. Mais le 3+, il est commun, et lorsque vous disposez d'un bijou dans le rubis, eh bien, dans ce rubis, c'est l'oxyde d'aluminium qui contient obligatoirement des traces d'impureté de rubis. Ici, c'est un cristal, bien sûr, qui est artificiel. Vous voyez ? Et heureusement, en 1960, on savait tirer des cristaux. On ne savait pas en tirer beaucoup des cristaux à cette époque. Maintenant, ça a changé dû aux nécessités. Mais on savait tirer le cristal de rubis depuis très longtemps, grâce à un procédé qui est au début du siècle, le procédé Vermeer. Et donc, Meyman a eu l'idée d'utiliser l'absorption et l'émission de ce chrome dans un cristal de rubis et de monter cette cavité ici que vous voyez et a obtenu pour la première fois ce faisceau laser dans le rouge. Alors en fait, j'ai écrit que l'on attendait, tout le monde attendait, en fait les Américains attendaient, et les Russes aussi, un laser à
pris de court tout le monde et a mis en évidence son laser rubis cristallin en mai 1960. Voilà, donc j'ai repris la figure pour vous montrer les qualités résonantes ici. Et il faut voir qu'il y a un miroir ici. Vous voyez, le miroir 100% réfléchissant. Ici, 89% réfléchissant. On éclaire le rubis avec des lampes flash, qui sont des lampes au xénon. Le chrome absorbe toute la lumière visible, donne une luminescence en rouge qui est transformée en émission stimulée, qui donne lieu donc à l'effet laser. Alors, le diagramme des niveaux d'énergie du chrome, c'est le suivant, je n'insiste pas, mais vous voyez que le chrome, dans le rubis, donc les rubis absorbent, ici c'est le spectre visible, c'est le spectre d'absorption, absorbent pratiquement tout le visible, ces deux grandes bandes d'absorption, et après différentes relaxations, les électrons vont revenir au niveau fondamental, ici, par cette raie d'émission, une seule raie d'émission, que l'on représente ici, et qui a donné lieu donc, à l'émission laser. Il faut parler, pour expliquer correctement les choses, scientifiquement les choses, de l'amplification par inversion de population. Parce que par la qualité de résonance, ça ne suffirait pas d'avoir des réserves comme source intense. L'inversion de population permet d'amplifier l'émission stimulée, donc l'émission laser, et pour ça il faut connaître ici ce que l'on appelle la statistique de Boltzmann. Aussi, Boltzmann qui est considéré comme le père de la physique statistique et qui est un fervent défenseur de l'existence des atomes. Il a validé l'hypothèse de Démocrite, selon laquelle la matière est considérée comme un ensemble d'entités indivisibles. Et vous voyez ici une statue qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est la statue de Démocrite qui médite sur le siège de l'âme. Par exemple, je vous invite à aller au musée des Beaux-Arts de Lyon et à voir cette statue. Elle est en relation avec mon exposé. Alors, pour vous résumer ce qui se passe pour obtenir l'inversion de population, eh bien, j'ai rappelé ici l'excitation d'un atome par l'absorption d'un photon, l'émission de cet atome par l'émission spontanée d'un photon, puis l'émission stimulée, c'est-à-dire de l'atome par l'émission induite, par le rayonnement. Vous voyez, on a le faisceau excitateur qui est un photon. Il donne un photon d'émission, il va être accompagné par ce photon excitateur, il y en a deux. Il faudrait représenter ici des 10 puissance 20, vous voyez, atomes, pour être juste. Je vous donne uniquement un schéma pour un atome, mais c'est faux. Et c'est là qu'intervient la statistique de Boltzmann. Il faut comprendre cette statistique de Boltzmann à l'équilibre thermodynamique. À l'équilibre thermodynamique, il y a, comme ici, dans cette pièce, nous baignons dans le bain thermique. Ce bain thermique, ici, on sait bien le quantifier. Parfaitement quantifié par une formule qui dépend uniquement de la température. Plus la température est élevée, et plus la répartition des différents atomes se fera à partir des niveaux supérieurs. Si je n'en représentais que deux, elle se fait par cette exponentielle. C'est des mathématiques simples. C'est une exponentielle ici. Et pour amplifier, si on se contente d'un atome qui est dans cet état, ici, on a un niveau fondamental qui est plus peuplé que le niveau excité. C'est donc un niveau qui absorbe. On aura tendance à porter des électrons ici, dans le niveau excité, ils vont être absorbés. Mais pour obtenir une amplification, il va falloir que la population de ces électrons dans le niveau excité supérieur, ici, celui-ci, soit supérieure à celle du niveau fondamental. Et c'est ça qui est difficile à obtenir. Alors c'était vraiment difficile, et justement, on n'a pas eu de chance au départ, parce que le système qui a été établi par Meymans avec le chrome 3+ dans le rubis, c'est un système à 3 niveaux où le niveau fondamental est toujours occupé. La tendance, c'est que tous les
atomes sont dans cet état fondamental. Avec un faisceau, des lampes flash, on essaye de porter ces atomes dans l'état excité, ils relaxent, ils tombent sur un autre niveau, qui va émettre, mais il y aura toujours une tendance à revenir à l'équilibre et obtenir l'inversion de population sur E2. C'était presque mission impossible. Pourtant, ça a marché. Ça a marché puisqu'on a montré l'effet laser. Et quand on a bien compris ceci, mais vous voyez qu'il a fallu du temps pour comprendre. C'était en 60, c'est en 64, avec un autre ion, le néodime, c'est une terre rare, dans ce grenat. C'est Guzy qui, le premier, a montré que finalement, ce néodime dans le grenat allait donner un effet laser beaucoup plus facilement, parce que la transition stimulée entre les niveaux tombait d'un niveau excité vers un niveau qui était vide. Ce niveau E1, il est placé à une distance énergétique bien supérieure à celle de l'énergie thermique qui fait remonter les électrons sur les niveaux excités, et donc il est vide. Si bien que dès que vous excitez un ion ionique, vous avez une émission stimulée. Et donc, on avait compris ça, mais vous voyez, ça paraît simple, on dit oui, c'est évident, ça n'était pas évident. Il a fallu passer par tout ce que vous avez entendu. C'est à partir des années 64 qu'il y a eu un bond considérable aussi, considérable dans toute la recherche des matériaux solides en particulier, et en particulier avec les terras. C'est pour ça que vous entendez beaucoup parler de terras. Les terras, ce sont les principaux éléments devant des sources laser, entre autres. Parce que la population des atomes mise en jeu est beaucoup plus élevée qu'avec les gaz. C'est la matière condensée. Donc, obligatoirement, on a beaucoup plus d'atomes qui vont entrer en jeu pour donner lieu à ces phénomènes. Le rubis, un bijou, c'est pour la science. C'est l'une des beautés. J'ai précisé que j'allais vous parler de beauté. Eh bien, ça, c'en est une beauté. Vous voyez qu'on utilise des bijoux pour obtenir une émission laser. C'est la limite de P/E. Et d'ailleurs, la plupart des cristaux qui sont utilisés pour obtenir les émissions laser sont vraiment des bijoux, parce qu'on travaille, on voit rarement des lasers à rubis, à saphir, des grenats, des alexandrites, des émeraudes, des spinels, et ils ont tous, les derniers, l'alexandrite et l'émeraude spinel, sont tous dopés par le contre plus. Ce contre plus, ils jouent vraiment un rôle important en optique. Voilà. Et alors, pour sélectionner les réseaux, il faut savoir quelle est sa conductivité thermique, puisque vous imaginez qu'on va essayer d'extraire un maximum d'énergie, donc ce cristal, en le pompant, en l'éclairant par la source d'excitation, il va s'échauffer, et c'est fréquent dans les expériences qu'on peut exploser d'ailleurs des cristaux. Et là, on a eu de la chance quand même, on n'a pas eu de chance à propos du courant que je vous ai dit, parce que c'est un système à 3 niveaux où on revient au niveau fondamental. Mais il y en a quand même eu un peu de chance, parce que l'alumine a la valeur de conductivité thermique le plus élevée. Vous voyez, 28 par rapport à un verre, c'est 0,8. Et ça facilitait les choses. Ça a facilité l'obtention de l'effet laser. Et on a aussi la chance qu'en 1960, eh c'est pratiquement l'un des rares cristaux qu'on savait tirer de façon artificielle. Alors pour les ondes de Planck, je vais vous montrer quelles étaient ces ondes de Planck, bien sûr. Ce sont des impuretés, des défauts. Ce sont les ondes de transition, les ondes terra. Ils sont, puisqu'ils sont dopants, ils sont insérés en substitution de certains ions des réseaux cristallins, intentionnellement dopés par les réseaux de cristaux isolants. Les cristaux sont isolants, ils font de la haute température, donc ils sont résistants, donc tout va bien. Ils doivent avoir ces ions, les mêmes rayons, doivent avoir la même dimension que l'ion qu'ils vont substituer. On sait définir les rayons d'ion pour tous les ions de la classification. Et ils doivent être de même charge aussi. Donc il faut qu'on substitue, quand on a du chrome 3+, il faut qu'on le mette à la place d'un autre cation 3+. Alors j'ai précisé cette petite phrase, vous voyez, cette citation, puisque ce sont des dopants, des défauts, des impuretés. Mais Charles Frank, un physicien mécanique, a rappelé que les gens sont comme les cristaux. Ce sont leurs défauts qui les rendent intéressants.
ils sont intéressants en optique grâce à tous ces défauts. Ici, il faut aller piocher dans la classification périodique. Alors ça, c'est extra. Il faut remercier Mendeleïev, génie ce Mendeleïev, que vous voyez ici assis à son bureau, que l'on peut visiter à l'université de Saint-Pétersbourg. C'est une photo prise ici en 1869. Si vous allez à Saint-Pétersbourg, n'oubliez pas d'aller à l'université. C'est là où on voit encore ce bureau qui était son laboratoire. C'est plein d'émotions, on a la possibilité parfois de participer à des conférences qui sont organisées dans les mêmes bâtiments. Donc, grâce à toutes ces classifications, on a une source inépuisable. Voici la classification avec la position des éléments de transition qui sont là, et les terrains à partir du long terme. Vous voyez, il y en a 14 terrains, ils sont ici, ils sont tous là. Le cérium, le praseodyme, le néodyme, le samarium, l'européen, etc. Alors, pour les ondes de transition, eh bien, on parle du chrome, du titane, du fer, du cobalt, du nickel. Donc j'ai rappelé qu'on avait le rubis, le saphir, qui est toujours à L2O3, c'est assez curieux parce qu'il faut faire attention aux terminologies en sciences, parce qu'on parle de la même matrice. La matrice, c'est l'oxyde d'aluminium, donc c'est l'alumine, mais on dit parfois rubis, on dit parfois saphir, c'est pareil. Par contre, ça ne va pas être dopé par le même cation. Le rubis est dopé par le chrome, en plus, et le saphir sera plutôt dopé par le titane. Donc ils vont se situer ici à L3+, qui est en symétrie octaédrique. Donc tout va bien, il est bien accueilli, puisque le chrome et le titane n'acceptent que cette symétrie octaédrique dans le réseau cristal. Ici, j'ai voulu vous rappeler que dans la région Ménès, on a la chance d'avoir l'industriel. C'est le rubis synthétique des Alpes, qui est situé à Jarry, un peu plus loin que Grenoble, dans les Alpes. Et depuis très très longtemps, il fabrique ces rubis synthétiques. Oui. En fait, il fabrique différents types de cristaux avec différentes couleurs selon les dopants. C'est très facile à faire. L'alumine sous forme de poudre est fondue avec le chalumeau, ici oxygène, oxygène et hydrogène, à une température de 2050 degrés. Cette matière va tomber, vous voyez ici, goutte à goutte, sur un germe cristallin qui grandit continuellement, comme une stalagmite, et ainsi fait naître un cristal. Voici le cristal, et ça donne ceci. Voilà. Alors, ça a été beaucoup développé, non pas seulement pour les lasers, c'était même mineur, mais surtout pour l'application aux montres, pour les pivots des montres, on a besoin d'un rubis, entre autres. Voici aussi un cristal d'Alexandrite. L'Alexandrite, c'est l'aluminate du beryllium. Il est donné par le chrome aussi. Voici un saphir appelé T3+, ça c'est un travail qui a été réalisé au labo, et un cristal qui est créé par l'un de mes collègues, qui a des debout. Vous voyez l'échelle. L'échelle, c'est 20 mm, 2 cm ici. C'est pas facile de tirer ces cristaux. C'est une véritable performance pour les applications laser en relation avec d'autres laboratoires. Voici l'émission du saphir. Cette émission, ce n'est pas une vraie fine comme le chrome, c'est une bande large. Et bien, heureusement que c'est une bande large, parce qu'on va pouvoir s'en servir pour obtenir l'accordabilité des faisceaux laser. Grâce à ces cristaux, on fabrique ce qu'on appelle les sources laser femtosecondes. Femtosecondes, c'est 10 puissance moins 15 secondes. C'est-à-dire qu'on envoie des impulsions qui durent 10 puissance moins 15 secondes. Et 10 avec 15 secondes. Et cette grande émission large est liée au fait que le produit, d'après le principe de certitude en physique, le produit de la largeur spectrale d'un atome, ici le titane, par la durée delta T, de l'émission, c'est une constante. Delta mu, delta T étant une constante, vous voyez que pour obtenir un delta T très 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 petit, il va falloir trouver des ions qui émettent des bandes spectrales très larges.
ici. D'où l'utilisation de ce saphir ici. Et d'ailleurs, j'ai rappelé quelques projets récents. Là, je ne vais pas trop insister, mais vous voyez qu'en particulier, la compagnie Thales, en France, a installé au laboratoire M. Lawrence Berkeley en Californie des lasers très fort puissants, du pétawatt. On parle du pétawatt. Le pétawatt, c'est 10 puissance 15 watts. Laser Apollon à Saclay, le laser AEPC Extreme Line Infrastructure for Nuclear Physics, vous voyez, à Bucarest, les pays de l'Europe centrale, ici se distinguent actuellement, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, développent des lasers qui seront parmi les plus puissantes du monde grâce justement à ce type de laser, avec des ions de transition. Maintenant, avec les ions Terra, je rappelle les Terra, les plus utilisés, ce sont des cristaux de grenat. Voilà la formule des grenats. Je l'ai indiqué sous cette forme parce qu'on montre ici qu'il y a 3 sites qui peuvent accueillir des impuretés. Le site cristallin de l'yttrium, celui de l'aluminium. L'yttrium est dodécaédrique, l'aluminium ici est tétraédrique et l'autre est octaédrique. Donc c'est pratique, on peut jouer ici avec différentes émissions. Les rayons d'ions sont les mêmes, et de même, dans les verres, les terras trouvent une substitution très facile. D'où le développement, si je mentionne les verres, c'est le développement des fibres optiques vitreuses de Terra pour les réseaux Internet. Voici des images des cristaux laser de P onéodyme, ici, de P onéodyme, ici, de P à l'ytterbium. Ils sont transparents parce que l'ytterbium n'absorbe pas du tout le spectre, le domaine du visible. Il absorbe l'infrarouge et il émet dans l'infrarouge. Donc, ça ne se voit pas à l'œil. Et ici, c'est le cérium, des beaux cristaux de cérium, avec des fibres cristallines. On s'est tiré des fibres cristallines de cérium. Et voilà, donc également des verres dopés par les terras pour différentes applications. C'est une collaboration qu'on a avec Osaka au Japon. Je ne parle pas de mes travaux personnels, mais aujourd'hui je fais un exposé général sur le matérialisme. Voici les fibres de verre de silice, soit de beryllium, soit de pétunium. Et en fait, elles sont colorées. Les émissions sont infrarouges, faire attention, parce qu'on utilise ces fibres pour leurs émissions infrarouges qu'on ne voit pas, mais par les processus de conversion, il se trouve qu'il y a des niveaux d'énergie supérieurs qui donnent lieu justement à d'autres couleurs. Et ce que l'on voit, ce n'est pas les bonnes couleurs pour l'effet laser aussi. Alors, on a su dans les années 60, 70, de trouver, calculer théoriquement tous les niveaux d'énergie, donc les diagrammes des niveaux d'énergie de toutes les terras. Vous voyez, il y en a 14. J'imaginez le travail ici. Et grâce à nos lasers, on va pouvoir exciter sélectivement, vous voyez, différentes sources. Ici, c'est l'excitation de l'ytterbium. Mais comme nos lasers sont sélectifs, on va pouvoir exciter n'importe quel de ces niveaux. Et c'est par là qu'on a pu apporter des améliorations des connaissances des processus physiques en physique atomique considérables, grâce à l'existence de ces lasers qu'on a pu développer. Alors ça, c'est juste pour vous montrer un exemple de tirage d'échantillons, très facile. Ça a été fait avec une coopération avec Toku à Sendai, au Japon. On tire des fibres cristallines. On tire des fibres cristallines ici. Attendez, voilà. Et voilà, la fibre cristalline, on l'a mis ici, la fibre cristalline, à partir d'un mélange ici liquide de poudre. Et donc, on va pouvoir obtenir très rapidement des échantillons cristallins, vous voyez, 2 à 5 heures pour un cristal. Et une fois que l'on a étudié les propriétés structurales, spectroscopiques de ces échantillons, on peut ensuite, s'il est bon, on peut ensuite passer à la fabrication du vrai matériau laser par la technique de Chauversky. Vous voyez, ce sont des matériaux qui font de la haute température, donc vous imaginez les difficultés ici. On a un géant, et le mélange liquide de la composition, soit du grenat, soit du saphir, soit du fluor
permettent d'obtenir ce qu'on appelle des boules cristallines. Voici un exemple du montage du Chauffeur-Ski. Il faut entre une semaine et 10 jours pour obtenir un cristal, une boule. Alors, j'aimerais pour terminer, vous montrer quelques exemples d'innovations marquantes en cours de développement. Il faut que je me dépêche parce qu'il faut qu'on termine. Alors, voici, j'ai rappelé parmi ces innovations marquantes le laser photosonde, mais je vous l'ai expliqué. Je vous ai dit pourquoi on a développé ces lasers. C'est pour étudier les cinétiques ultra rapides. Alors maintenant, on va même plus loin que les 10 puissance moins 15 secondes. On recherche des impulsions laser à ce qu'on appelle l'attosonde, 10 puissance moins 18. C'est ça qui est en cours de développement parce qu'il y a des réactions qui se produisent à ces vitesses ultra rapides. L'amplification d'impulsion courbe, cette fameuse technique, pourquoi je la rappelle? Parce qu'elle sert à amplifier les faisceaux laser, en particulier le faisceau qui est femtosonde, et elle a permis à Gérard Moreau et puis son étudiant Sylvain d'obtenir le prix Nobel de physique en 2018. Gérard Moreau, c'est un Français. Les lasers médicaux, j'en dis un mot en particulier à cause de ce laser femtosonde, parce que si l'impulsion du laser est trop longue, quand on l'envoie sur la matière, on a des dommages collatéraux aussi. Par contre, avec des impulsions très très courtes, il n'y a pas de dommages collatéraux. Et ça, c'est utilisé justement pour la chirurgie réfractive de la cornée, pour traiter la myopie. Alors, l'analyse LIGS pour cette indication, c'est très facile aussi. On envoie un faisceau laser sur la matière, sur un échantillon ici, et on crée un plasma, on va vaporiser. Et avec un spectromètre, on va analyser le spectre émis, on va donc connaître quelle est la composition des matériaux. Et ça, c'est ce qui est pratiqué actuellement sur Mars, vous voyez, depuis longtemps, puisqu'on a envoyé quelqu'un en 2012, et puis en décembre 2021, vous avez dû voir à la télévision, c'est Supercam qui est intervenu, et il fonctionne grâce à un faisceau nucléaire, non pas de renouvelable, mais de tungstène, vous voyez, de potassium et d'aluminium de néodyme. Voilà. J'aimerais aussi vous dire quelques mots sur cette nouvelle science, celle des ondes gravitationnelles. C'est le fameux projet européen Giacomo à Pise en Italie. Et il existe aussi deux autres projets qui ont été réalisés aux États-Unis qu'on appelle LIGO. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un interféromètre de Michelson. L'interféromètre, il est là, il a des bras de 3 km, aussi bien ici que là. C'est un interféromètre géant. On rajoute d'autres interféromètres qui s'appellent Fabry-Perot, du nom de deux Français qui ont développé ces qualités Fabry-Perot. Et en plaçant le faisceau laser, qui est un ion néodyme, ici, on divise son faisceau en deux grâce à ce qu'on appelle un beam splitter ici, c'est une lame séparatrice qui envoie 50% ici et qui réfléchit 50%. Et ensuite, avec les réflexions, on va détecter les phénomènes d'interférence. Eh bien, avec ces interféromètres, compte tenu des performances du Michelson et des Fabry-Perot, on a des détections de variations relatives de longueur qui sont de 10 puissance moins 22, et on est capable de mesurer 10 puissance moins 18, mais c'est absolument prodigieux. Et c'est la raison pour laquelle on a pu utiliser ces outils pour détecter les ondes gravitationnelles aussi, qui sont une conséquence, encore lui, ici, de la relativité générale décrite par Albert Einstein en 1916. Vous voyez, entre Albert Einstein, il intervient pour le photon en 1905. Ensuite, ici, pour la relativité générale, en 1917, pour l'émission stimulée. Bon, bref, il intervient à tous les stades. Il a vraiment marqué la science. Alors, qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles? Ce sont des ondulations dans le tissu de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Il avait démontré ceci. Les ondes gravitationnelles sont des oscillations dans la courbe de l'espace-temps produites par des phénomènes les plus violents du cosmos. Et la première détection a eu lieu en 2015 par LIGO aux États-Unis. Et l'interféromètre Virgo, on n'a pas eu de chance en Europe,
parce qu'il était à l'arrêt afin d'améliorer ses performances. Ensuite, quand il a été aménagé, on l'a appelé le nouveau Advance Diego, il a réalisé sa première observation, lui aussi, le 14 août 2017. Ici, il y a vraiment une nouvelle physique qui se crée. Et pour terminer ou presque cet exposé sur des innovations marquantes, je vais vous montrer ici des fourbes de croissance qui ont été obtenues grâce à la région Rhône-Alpes, au labo, avec la société Cyberstar, M. Lissal, qui est directeur de la société Cyberstar, mon collègue Pierre-Édith Legout, qui vont utiliser ces immenses fours de croissance pour fabriquer des saphirs, mais des saphirs non dopés, transparents, AF2O3. Pourquoi? Pour améliorer les substrats des miroirs. Le voici, les miroirs des interféromates, il est là, le miroir. Jusqu'à maintenant, on utilise des verres de silice. Maintenant, on a montré qu'il valait mieux utiliser des saphirs. Ils sont transparents puisqu'il n'y a plus de dopant, vous voyez. Et donc, grâce à ces fours, ils vont pouvoir fabriquer des miroirs, des substrats de miroirs qui sont très performants. Et je vous rappelle que les miroirs de silice actuellement sont fabriqués par le labo GENEMA, laboratoire de matériaux avancés à la droite, qui dépend de l'université Claude Bernard et de Seigneurs. Alors, j'avais prévu aussi quelques mots sur le laser mégajoule, parce que vous imaginez, laser mégajoule, c'est au bas, en Gironde, c'est entre Bordeaux et l'Atlantique. Eh bien, c'est un projet qui devrait permettre de produire de l'énergie grâce à la fusion du deutérium et du tritium. Tout comme il existe un autre projet, ITER à Cadarache. Alors, je n'insiste pas ici, parce que je vois que je le repasse. Si ce projet qui existe depuis 20 ans, développé par les Américains puis par les Français, avec ce laser mégajoule, ne permettait pas de produire de l'énergie grâce à la fusion du deutérium et du tritium, il est utilisé ici pour d'autres raisons. Vous voyez, c'est un des principaux éléments du programme militaire français, destiné à assurer la pérennité de la dissuasion nucléaire de France après l'arrêt des essais nucléaires dans des conditions réelles. Il est utilisé pour l'astrophysique expérimentale et pour la recherche médicale, pour la protonothérapie qui est chère à mon confrère Joseph Romilly. Alors, j'ai précisé qu'il y a une difficulté dans la stabilisation de la réaction de ce laser mégajoule. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs, c'est une explosion. Et donc, c'est la raison pour laquelle on met plus d'espoir dans le tokamak ITER qui est situé à Saint-Paul d'Endurance. Donc, voici la photo du laser. C'est grandiose, vous voyez bien. C'est le laser mégajoule du CEA. Il est constitué de 192 faisceaux identiques avec des amplificateurs qui sont des nerfs de pétrolier, encore une fois. Voici la cible du deutérium et du tritium, insérée dans ce support. Et ça, c'est le laser initial à Rivière-Nord aux États-Unis. Là, c'est eux qui sont à l'initiative de tous ces travaux. Ça coûte des sommes fantastiques, des fortunes, et on ne sait pas si pour la production vraiment d'énergie, ça sera possible. Alors, j'ai rappelé le développement d'Internet, je vous l'ai déjà dit, donc je ne veux pas insister, je vous en ai déjà parlé, d'où la conclusion. La conclusion, c'est que le développement des cristaux pour laser, c'est le fruit de longues recherches dans les laboratoires internationaux qui conduisent à des réalisations qui sont insoupçonnées. Vous voyez, je vous avais précisé que le titre, c'est la belle et brillante aventure des lasers insolites. Brillant, vous l'avez compris, c'est évident. Mais où était la beauté? Eh bien, je veux dire que créer et tirer un cristal, c'est combiner art et science. La beauté des matériaux émetteurs de lumière, vous les voyez, parce qu'ici, le cérium que vous voyez dans ce lot-là, c'est de la luminescence que l'on voit, parce que ce cérium, il absorbe la composante bleue de toutes les sources naturelles. Ce n'est pas uniquement l'absorption. La beauté des modèles mathématiques simples associés aux interprétations des observations expérimentales. C'est beau aussi, les modèles mathématiques. Surtout que ces modèles